Augustin, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Ce matin, la presse revient bien sûr sur le week-end explosif au Liban. Manifestations et organisations aussi en parallèle de l'aide internationale. Oui, 6 jours après la double explosion qui a ravagé la capitale du pays, Libération fait sa une sur la fureur sans retour des Libanais et la Croix se demande à Beyrouth la colère, mais après. Le quotidien raconte les manifestations tendues contre la classe dirigeante ce week-end, classe dirigeante accusée d'être responsable du drame, alors que les premières manifestations de soulèvement populaire en octobre 2019 témoignaient d'une ambiance plutôt bon enfant. Celle-ci acte une nouvelle escalade et la Croix décrit les potences factices et les effigies en carton qui représentent les chefs de faction la corde au cou. Les journaux reviennent également sur la conférence des donateurs internationaux présidée par la France hier. La pression s'accentue sur le Liban, écrit le Figaro, qui liste les ONG dignes de confiance sur place car il faut éviter que les millions débloqués soient détournés. D'autres millions pourront suivre si le gouvernement consent à des réformes. Le Figaro, dans lequel on trouve un papier très intéressant qui nous en apprend beaucoup sur les origines véritables du drame. Oui, le journal nous raconte l'histoire rocambolesque du Rosus. Le Rosus, c'est le vraquier qui a acheminé les presque 3000 tonnes de nitrate d'ammonium jusqu'au port de Beyrouth. Construit en 1986 au Japon, il suit ensuite un parcours compliqué. Attention, il faut suivre. Selon les différentes publications spécialisées, après de longues pérégrinations, il est enregistré depuis 2008 au nom de Brian Wood Corp, une société basée au Panama, et navigue depuis 2012 sous pavillon moldave. Cette ancienne république soviétique est connue pour délivrer des pavillons de complaisance à des bateaux poubelles. À la même date, son affréteur est une compagnie domiciliée à Chypre, rachetée cette même année par un citoyen russe, Igor Grechuskin, qui possède aussi la nationalité chypriote et qui a été entendu vendredi par la justice de Chypre. En 2013, le Rosus doit transporter du nitrate d'ammonium de Géorgie jusqu'au Mozambique, mais ce rafio en bout de course, comme le qualifie le Figaro, est dérouté vers Beyrouth. Un journal spécialisé évoque une voie d'eau. Le capitaine de l'époque affirme, lui, qu'il a eu l'ordre d'aller au Liban pour charger encore un peu plus le bateau. Les armateurs sont devenus avides. Seulement, ce matériel lourd, notamment des engins de chantier à destination de Jordanie, ne sera jamais monté à bord. C'était impossible, ça aurait pu détruire le navire. Après inspection des autorités, le bateau est retenu à quai et les marins doivent se débrouiller. Boris Prokofiev, le capitaine, accuse l'armateur de les avoir alors abandonnés sans salaire ni moyen de subsistance. Un phénomène relativement courant dans le monde de la marine marchande. Igor Grechuskin a mis sa société en faillite, laissant tomber 3 créanciers outre ses employés. Les employés resteront 1 an avant de pouvoir quitter le Liban en vendant les $100 000 de fioul qui n'ont par ailleurs jamais été réglés par le propriétaire. Et pendant ce temps-là, la cargaison reste à bord une véritable bombe flottante car il s'agit de nitrate d'ammonium hautement concentré, destiné non pas à servir de fertilisant dans l'agriculture, mais d'explosif pour les mines du Zimbabwe. Cette cargaison est finalement déchargée, elle sera ensuite délaissée, tout comme le Rosus. Selon le New York Times, relégué dans un coin du port, il finira par sombrer en février 2018. À terre, le nitrate sombre aussi dans une coupable indifférence. Jusqu'à ce 4 août 2020, résultat de cette avidité, 158 morts, 6000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abri. Dans l'actualité, toujours le Liban, bien sûr, mais aussi la chaleur. Et toujours la canicule et ses conséquences. Le Parisien aujourd'hui en France nous met en garde contre le risque de noyade aggravé cette année par le confinement, nous dit un médecin. Les Français ont pris du poids, ils ont fait moins d'exercice. Or, la nage est une activité qui met en contrainte le cœur. Il faut redoubler de prudence. Le cocktail post-confinement plus canicule est explosif. Autre conséquence, la sécheresse. On retrouve en page 6 du Figaro la carte des départements concernés par les restrictions d'eau, du rouge partout ou presque. 72 départements de métropole sont concernés à un niveau ou à un autre. Oui. Alors on cherche des solutions pour faire face à ce manque d'eau qui s'aggrave d'année en année. Et il faut aller en Vendée pour trouver une piste prometteuse. Les Échos décrivent comment la Vendée teste le réemploi des eaux usées pour son eau potable. Le principe est simple, on traite les rejets de la station d'épuration pour les rendre potables et ces rejets sont ensuite réinjectés dans le circuit. Gain espéré, 1 à 2 millions de mètres cubes supplémentaires par an. Mais le directeur de Vendée Eau, le service public de la région, reconnaît qu'il va falloir une évolution des mentalités car ce projet brise un tabou. C'est la première fois en Europe qu'une telle initiative est lancée, mais ça existe depuis des années en Californie, à Singapour ou en Namibie.
Pour l'instant, il s'agit d'un projet pilote. Il va falloir prouver que l'eau est bien potable. Objectif de mise en service 2030. Et ça laisse le temps à l'État de légiférer sur la question. Pour l'instant, la réutilisation des eaux usées n'est admise que pour l'irrigation agricole et l'arrosage. Avec le réchauffement climatique, on n'aura sans doute bientôt plus le choix. Enfin, direction Bergame. Bergame, la ville martyre du Covid-19 en Italie. Pour terminer cette revue de presse, le club de foot italien de Bergame donc affronte le Paris Saint-Germain mercredi dans la dernière partie de la Ligue des Champions. Et le Parisien, aujourd'hui en France, nous fait visiter cette ville lombarde, symbole de la crise du coronavirus. 17 000 morts dans la région, des camions de l'armée obligés d'évacuer les corps, des images qui ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, un espoir, se relever, en partie grâce au football, indissociable de la vie de la cité. À la maternité de la ville, une armoire abrite des cartons en forme de maison. À l'intérieur, un maillot noir et bleu offert à chaque nouveau-né. Au début de la crise, les supporters de l'Atalanta, c'est le nom du club, ont participé à la construction d'un hôpital temporaire et aucun joueur n'a abandonné la ville pendant la pandémie. Maintenant, il donne plus que la normale sur le terrain, estime le président d'une association locale. Et pour le maire, le club incarne l'esprit de la ville. Alors que l'équipe n'est pas favorite face aux Parisiens mercredi, il estime que c'est déjà gagné pour Bergame. On n'a pas besoin de gagner la Ligue des Champions pour avoir un bénéfice, on l'a déjà. Voilà la revue de presse de Augustin ce lundi matin. Augustin, bien sûr, qui sera là demain et toute la semaine. Merci beaucoup, Augustin Lefebvre. Il est 8h38, 39 même presque, dans 2 minutes. Luc Ferry, philosophe émérite, comme vous le savez, et seul esprit libre du lundi matin sur Radio Classique, y compris pendant la canicule. À tout de suite.